BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine, comme chaque week-end, pour De quoi je me mêle. J'espère que tout va bien. Bonnes vacances à vous qui en profitez d'ores et déjà. Et puis bien sûr, en introduction, ce De quoi je me mêle, puisque c'est le dernier de cette année. Très très bonne fête de fin d'année. On va s'accorder quelques jours de congé et on sera de retour. Vous allez voir tout début de l'année 2026. Pour un rendez-vous, vous commencez à connaître, c'est le CES de Las Vegas. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Avec au sommaire, pour ce De quoi je me mêle, tout à l'heure en deuxième partie, Christophe Joly sera là pour son rendez-vous nostalgique. Et on va se replonger dans l'histoire du jeu vidéo avec l'histoire de la Nintendo Wii tout à l'heure. Vous savez que la Nintendo Wii, c'était une petite révolution à l'époque. Il y avait des ruptures de stock partout, moi je m'en souviens. Et c'était une console qui a eu une hype à sa sortie incroyable parce qu'on oubliait les manettes et on avait des espèces de télécommandes qui nous permettaient de faire du sport et de repenser en fait la manière dont on jouait aux jeux vidéo. Christophe nous rappellera cette histoire et nous racontera ça tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien évidemment pour nous suivre. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Voilà, et de quoi je me mêle, vous le savez, dès le vendredi sur la plateforme YouTube de Tech & Co, en audio et en vidéo, l'audio aussi en podcast. La petite particularité du podcast, vous le savez, c'est que vous avez un petit module audio bonus. Un module bonus. J'ai failli dire modus, mais ça n'a rien à voir en fait. Momotus, éventuellement. Mais... c'est ça. Vivement que la fin de l'année arrive, les amis. On sent que ça commence à tirer. Hein. Voilà, là, ça il faut qu'on rentre à la maison quand même. Et donc, on va évidemment débuter par le Club de la Presse IT pour commenter l'actu de cette semaine. Nicolas Guyot est là. Salut Nico. Salut François, bonjour tout le monde, salut Anthony. Salut. Le big rédacteur en chef de Clubic, mesdames, messieurs. Bon, tout va bien? Tout va bien? Ouais, écoute, ça va. Tu te remets du Black Friday tranquille? Ouais, je me remets tranquillement du Black Friday, et puis on sait qu'on a la côte du CES qui arrive, ouais. Donc la trêve des confiseurs est la bienvenue. Ça va faire du bien. Ouais, on va pouvoir se mettre en mode veille. Exactement. Et puis Anthony Morel, bien évidemment. Salut les Anthony. amis, ça va? Oui, tout va bien. Anthony, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business à la mi-journée sur RMC et RMC Story. Pour cette dernière de quoi je me mêle, j'avais envie qu'on casse un peu les codes. On va pas parler d'actu, on va dire, fraîche, mais plutôt regarder un petit peu dans le rétroviseur et se faire un petit coup de cœur, coup de gueule de l'année 2025. Parce que finalement, et avec le recul, on se rend compte que cette année 2025 a été passionnante. Alors évidemment, il y a eu l'histoire de l'IA, on va en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. Et peut-être commencer par toi, Anthony, parce que l'un de tes coups de cœur, c'est l'avènement en fait de ces petits traducteurs instantanés qu'on peut mettre maintenant dans nos oreilles, et c'est Apple qui, encore une fois, a tiré un peu le marché. Oui, c'est ça, qui démocratise la chose, parce que je vais rendre immédiatement à César ce qui est à César. C'est pas Apple qui a été le premier à faire ça. Google le fait avec les Pixel Buds depuis déjà plusieurs années, mais les AirPods, il se trouve que c'est les écouteurs les plus vendus au monde, et que, en général, quand une innovation arrive sur les AirPods, elle va ensuite se démocratiser, et en fait, c'est là que les gens vont commencer à l'utiliser en masse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le fait que les écouteurs, qui étaient un objet qui servait à écouter de la musique éventuellement, qui effectivement s'était amélioré au fil des années avec de la réduction de bruit actif, ce genre de choses, eh bien on leur donne tout un tas de nouvelles fonctionnalités. On entre dans l'ère des écouteurs augmentés. Un bon exemple, c'est effectivement la traduction. Alors je pensais à ça parce qu'on a donc avec la nouvelle mise à jour des AirPods, des iPhone iOS 26.2, on a la traduction instantanée. Donc ce truc qui pour moi était vraiment du domaine de la science-fiction il y a encore... Enfin, t'imagines, il y a 20 ans, on t'aurait dit, dans 20 ans, tu vas pouvoir, avec tes écouteurs, avoir un interprète dans l'oreille, t'es en Chine, le mec te parle en chinois, et tu vas avoir la traduction instantanée dans l'oreille. On aurait cru que c'était un truc de dingue, de science-fiction. Personne ne l'aurait cru. Tu sais, moi, c'est toujours ma citation préférée d'Arthur C. Clarke. Tu sais, toute technologie suffisamment avancée est impossible à distinguer de la magie. On est presque là-dedans, en fait, si tu veux, avec ces écouteurs qui te permettent aujourd'hui d'avoir une traduction instantanée et d'abolir la frontière de la langue entre deux personnes. Et ça, c'est un truc que je trouve absolument extraordinaire. C'est pas parfait, que ce soit chez Apple ou chez Google d'ailleurs. Vous avez encore un petit temps de latence. La traduction, il y a
certains, si tu commences à faire des vannes, par exemple, l'humour, ça fonctionne pas. Ça va avoir un téléphone déjà Il aussi. faut avoir un téléphone, absolument, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, ça marche mieux. Ouais, sinon, donc évidemment, mais si tu veux, rien que sur le principe, je trouve quand même que c'est extraordinaire et c'est une des applications. On parlait d'intelligence artificielle, évidemment, c'est le fil rouge de 2025. Là, c'est l'une des applications les plus concrètes, les plus immédiates et les plus pratiques pour moi de l'IA dans des accessoires qu'on porte au quotidien. Et j'allais dire, c'est un exemple dans la traduction, mais le fait qu'on ait ajouté aussi des fonctionnalités liées à la santé, les capteurs cardiaques embarqués, les Dans fonctionnalités les AirPods 3 Pro, oui. dans les AirPods 3 Pro, dans aussi la possibilité d'avoir des tests auditifs et des aides auditives, ou en tout cas des boosters auditifs, parce qu'on ne peut pas parler d'appareils médicaux, ça ne remplace pas une aide auditive, mais ça va permettre quand même, dans un environnement bruyant pour des personnes qui commencent à perdre l'audition, d'avoir une amélioration de ce qu'ils entendent. On se dit que voilà, on a plein de fonctionnalités auxquelles on n'aurait pas pensé de prime abord et qui sont en train de révolutionner en fait ce petit accessoire que sont les écouteurs. Ça, je trouve ça formidable. Peut-être que c'est la transition entre le smartphone et les lunettes connectées dont on attend évidemment pas mal d'innovations. Juste une chose pour rajouter un petit bémol concernant cette mise à jour des AirPods. Je ne sais pas si tu as eu ces retours chez Clubic, mais visiblement, c'est assez long. C'est-à-dire qu'il y a une latence entre le moment où la personne parle et où tu as la traduction. Parce que, en fait, les AirPods attendent que la personne ait terminé sa phrase pour commencer la trad, tout à fait. si tu veux, pour garder le sens. Alors, ce que ne fait pas Google. Google fait plus une traduction à la volée. Alors, elle est peut-être moins précise, et je n'ai pas testé, mais elle est plus rapide. Ouais, tout à et fait. c'est peut-être les premiers retours qu'on a concernant cette mise à jour sur les AirPods. La trad, c'est bien. Mais c'est un peu long. Ça va s'améliorer. Voilà, évidemment, Après, ça va s'améliorer. C'est de l'amélioration logicielle. Ce que je veux dire, c'est que globalement, ils sont en train de. Là, ils ont mis en place le système. Et ça va s'améliorer, ça va s'optimiser. Ça, il faut pas. Bien sûr. On pourra utiliser d'ailleurs des outils français. Parce qu'on a des QTI, le laboratoire français, qui est très en avance sur ces sujets-là. On travaille là-dessus, sur la réactivité de l'IA. Et qui a des produits, alors pour le coup, assez spectaculaires dans ce domaine-là. Avant qu'ils arrivent dans les iPhones et que Apple les laisse rentrer dans les AirPods, on n'est pas couché, les amis. Oui, ils peuvent. Non, mais après, ils peuvent rajouter des technos. On voit qu'il y a des accords à venir avec Google. Là-dessus, si c'est dans les écouteurs Google, après, on peut appliquer des technos. Alors après, effectivement, ça sera peut-être pas tout à fait les mêmes. Mais en fait, ce qui est quand même assez génial, c'est que là, on parle de technos qui fonctionnent aujourd'hui, quoi. C'est pas un truc de demain ni dans un an, 3 ans, quoi. Ça arrive déjà. Non, mais c'est déjà là, quoi. La traduction, c'est vraiment je trouve un des champs où l'intelligence artificielle déjà n'a pas attendu. On a commencé à parler beaucoup d'IA avec ChatGPT, mais la traduction, ça existait bien avant. Google Trad. Maintenant, on a DeepL aussi. On a des Européens qui fonctionnent très bien aussi. Il faut les citer parce que ça fonctionne aussi bien que Google Trad. DeepL, ça fonctionne très bien. Et maintenant, quand tu vois que tu as dans les écouteurs, mais aussi dans les dernières générations de téléphones Samsung, par exemple, où tu sais, tu as la traduction en temps réel dans la voix de la personne avec laquelle tu es en train de parler. Donc, tu appelles un restaurateur, tu es en Espagne, tu veux réserver un restaurant, tu vas entendre la voix du restaurateur en français, lui va entendre ta voix en espagnol. C'est-à-dire que tu sais même plus que tu es en train de discuter avec quelqu'un qui parle dans une langue étrangère, parce que tout se fait sans couture et de manière totalement naturelle. Ça, on est quand même, et comme tu le disais, Nico, c'est là maintenant tout de suite, c'est pas pour dans 5 ans. Et pour donner un peu l'exemple, c'est comme quand tu vas sur certains sites, quand tu arrives sur des sites étrangers, tu appuies sur le bouton traduire de Google, tu te retrouves avec un site que tu peux consulter avant d'arriver. Tout à fait. Et c'est la même chose en audio. Oui. C'est ça, c'est exactement ce que disait Anthony. C'est vraiment un jour, on va dialoguer avec des gens. En fait, on fera pas gaffe qu'on parle pas la même langue. Non, c'est clair. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Et Google a fait énormément de progrès sur la traduction instantanée des pages web. Ça n'a rien à voir. La vitesse, la réactivité, là aussi, c'est incroyable. Premier coup de cœur, donc, la trad qui arrive sur les AirPods pour Anthony. Du côté de chez Nicolas Guyot et la rédaction de Clubic, c'est la Switch 2 qui est sortie effectivement en 2025. Après main report, on va dire. On a attendu longtemps celle-là. Très attendu. Et en plus, elle nous a un petit peu, quand on l'a vu arriver, on était un petit peu déçus. On s'est dit, mais comment ça, c'est pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas d'écran OLED. C'est vrai que la mise à jour hardware, elle est là. Parce qu'il y a 7 ans d'écart, je crois, entre les deux consoles. Oui, alors, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas waouh, quoi. Il n'y a pas d'écran OLED, par exemple, comme tu disais. Elle ne réinvente pas la roue, mais par contre, elle a un succès de fou. Ça cartonne. Ils sont en train d'exploser tous les chiffres Nintendo. Au début, on s'était dit, attention, effectivement, alors écran un peu plus grand, design amélioré. On a les Joy-Con, les manettes qui sont magnétiques. Donc, il n'y a plus de rails, des pièces qui pouvaient casser avant. On peut utiliser un Joy-Con en souris. Donc, ça ouvre le champ des possibles en termes de jeux vidéo. Et au début, on était quand même assez sceptique quand on a vu le prix, quoi. On s'est dit 500 € pour une console comme ça, alors que l'autre, elle était quand même beaucoup moins chère.
Et non, c'est un gros carton, Ouais, et c'est c'est un très gros bien. carton. Et c'est très bien parce que c'est quand même la preuve. Après, c'est porté par on va dire, tout de suite, il y a eu Mario Kart. Il y a Bah, Mario ils ont Kart, fait ça aussi ils ont bien eu comme il faut, quoi. Donkey Kong, là, ils ont les Voilà. Pokémon. Il y a plein de choses il y a plein de choses dans le pipe. Et c'est aussi la preuve. Pour moi, il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de jouer en Wicca à des jeux vidéo? Non. Non, Voilà. Et est-ce que tu as encore besoin de jouer devant ton téléviseur à des jeux vidéo? bah, Non. sûrement. Oui. Bah voilà. Enfin, Oui. peut-être pour une frange de la population, Frange de des la hardcore population, gamers mais qui va là, se on est faire quand même dans plaisir. un truc où globalement les gens, Oui. c'est la console sur un petit écran 8 Ouais. pouces. 8 pouces, ça fait, j'ai pas 20 cm de diagonale. Ou alors, tu branches ça sur ta télé. Voilà, et aussi, tu peux hein, aussi la tu peux. brancher sur la Ouais. Et télé. elle est passée en 4K en Elle plus. est passée en 4K. La définition sur l'écran intégré 8 pouces est de 1080p. Sincèrement, c'est largement suffisant Mais pour bien la plupart des jeux vidéo. Voilà. Bah, moi, je l'aurais un peu. Alors, j'entends l'argument, mais tu vois, moi, je l'aurais plutôt mise dans mes coups de gueule, moi, la Switch 2. Ah Un ouais coup de gueule, non, mais pour les raisons que tu donnais, je trouve, moi, je suis un petit peu resté sur ma faim, dans le sens où je m'attendais quand même à un vrai upgrade technologique. Je trouve que c'est quand même un peu limité. Alors, je suis d'accord que d'un point de vue commercial, elle cartonne, ça, c'est sûr, mais c'est pas pour ça que je suis pas un petit peu déçu, parce que si elle cartonne, c'est effectivement parce que Nintendo, ils sont très très forts pour ça, mais ils ont tous les système sellers, donc effectivement, Donkey Kong, tu peux le mettre à, je sais plus à combien il est, à 80-90 balles, c'est quand même pas donné non plus, hein. Tu vas en vendre des palettes, parce que Donkey Kong, Mario Kart World, parce que c'est Mario Kart. Et ce sera la même chose pour Mario, et ce sera la même chose pour les Pokémon, et ce sera la même chose pour Zelda, et peut-être pour Fire Emblem, pour des jeux aussi, peut-être, enfin voilà, et c'est normal, mais en revanche, je trouve que franchement, 7 ans pour finalement une amélioration qui est quand même à la marge, et pour un prix qui est quand même vraiment beaucoup plus important, je trouve que les fans ont de quoi se sentir un petit peu lésés. Ça reste une excellente console. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir dans les chiffres de vente ce qui relève du premier achat ou du renouvellement. C'est-à-dire les gens qui avaient déjà une Switch, est-ce qu'ils ont racheter une Switch pour pouvoir accéder aux nouveaux jeux, ou alors est-ce que c'est simplement le parc qui continue de grandir? J'imagine qu'il y a un peu des deux. Alors aujourd'hui, ils en ont vendu quand même 10 millions et ils sont au-dessus des chiffres de la PlayStation 2 et de la Game Boy Advance au Japon notamment. Oui, Donc, au en lancement. fait, voilà. Ouais, mais parce que le jeu vidéo n'était pas aussi populaire à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais, mais qu'une console de salon comme la PlayStation, c'est quand même un signe. Ce qui est quand même, enfin, qui a rencontré un énorme succès, la PlayStation. Ouais, la PlayStation 2, ça reste la console la plus vendue de l'histoire, de tous les temps. Et pour moi, il y a aussi le fait que, certes, elle est un peu plus chère, mais à un moment, tu te dis, t'en as pour ton argent. Quand tu vois les consoles PC qui sortent en ce moment, on l'a vu avec la Xbox ROG Ally d'Asus. Le truc, on prend alors la console, elle est très bien, vous pouvez jouer à vos jeux PC, mais c'est quand même un truc mastoc. Ouais. Tu prends une Switch 2, c'est bien fini, c'est fin, ça a de l'autonomie. Ah non, mais c'est une super console, voilà, je dis pas le contraire. C'est juste que je suis un petit peu resté sur ma faim par rapport à la plus-value comparée à l'appareil d'avant. En général, surtout Nintendo, parce que Nintendo, à chaque fois, si tu regardes dans l'histoire de Nintendo, je crois pas me tromper, hein, mais à chaque fois que tu as eu un changement de génération de console, tu as eu un changement total de la console. Quand tu es passé de la NES à la Super NES, de la Super NES à la Nintendo 64, puis à la GameCube, puis à la Wii, même peut-être entre la Wii et la Wii U. La GameCube et la Wii, l'écart n'était pas énorme non plus. Hein. Non, mais même si, ne serait-ce que le form factor. Oh, bah si, quand même, c'était pas la même console quand même. Oui, mais en termes de performance. Non, mais je parle pas des performances seulement. C'est-à-dire qu'il t'apportait la Wii, ça avait rien à voir. La Wii, c'était la révolution. On en parlera d'ailleurs avec Christophe, ça tombe bien qu'on évoque ce sujet. C'est vrai que c'était une révolution en matière de prise en main de la console. C'est ça. Tu avais la balance board, tu avais plein de choses, mais t'en parleras tout à l'heure. Non, c'est pas sur la puissance. Ils ne sont jamais positionnés, pas récemment en tout cas, par rapport à Sony. C'est un design affiné. Après, c'est comme si tu me disais un iPhone 17, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'iPhone 16. Exactement, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il y a 7 ans. Voilà, mais c'est ce pourquoi on critique Apple. Ça reste des beaux produits, quoi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, ce qui se passe avec Nintendo, c'est que je pense que les fans de Nintendo s'en foutent de la puissance. Non, mais bien sûr. De la puissance et de l'ergonomie. Ils ont tellement l'habitude d'évoluer dans cet univers-là. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est leur Zelda, leur Mario Kart, leur grosse licence. Et puis, en fait, j'ai l'impression que le noyau dur, la niche de fans de Nintendo, elle est immense. Il y a la rétrocompatibilité, il ne faut pas oublier. Et puis vous avez un catalogue de fou. Ouais. Alors après, ils ont fait payer quelques upgrades pour avoir... c'était un peu mesquin, ça, d'ailleurs. C'était un petit peu, voilà. Mais je pensais que ça allait bloquer les ventes, moi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça fonctionne. Ouais. Et surtout, Nintendo, là, on voit quand même à Noël, tu as quand même des prix, tu peux l'avoir en pack à moins de 400 € quand même. Ça commence à être quand même beaucoup plus accessible.
Et sur ma question, par contre, ça va être pour 2026, avec le prix de la RAM. Ouais, mais alors là, c'est d'une manière générale, et on l'évoquait la semaine dernière dans De quoi je mêle, tous les prix des produits high-tech vont exploser l'année prochaine. Ça, c'est clair. Mais bon, là, pour le coup, c'est pas de la faute des constructeurs. Là, on ne peut pas leur imputer. François, t'avais pas un petit coup de cœur? Ouais, mais moi j'ai un petit coup de cœur aussi. Vous savez que moi j'ai un gros problème, je suis fan de home cinéma. Ah bon? On en a déjà parlé, il me semble. Ouais, c'est clair. Et on en parle de temps en temps d'ailleurs avec Lionel du Labo Fnac. Et là, en fait, je voulais vous parler d'un produit que j'ai testé assez longuement et que j'ai trouvé assez bluffant. Déjà, la marque, quand on m'a parlé de ce produit, je ne connaissais pas cette marque, c'est la marque JMGO. Je ne sais pas si vous connaissez ce constructeur. C'est un constructeur chinois qui est spécialisé dans tout ce qui touche la projection, on va dire, domestique, depuis 2011. En fait, ils ont été créés à Shenzhen. Et dès le départ, cette boîte-là a décidé de miser sur l'innovation. Et donc, ils ont sorti des produits en 2011, et c'était les tout premiers, avec tout intégré à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais un lecteur USB pour lire tes films. Après, dès que la connectivité est arrivée, ils ont mis Android TV dedans. Et au départ, c'était des petits, des petits projos que tu mets dans les chambres, qui étaient très innovants, mais pas très très chers. Et là, petit à petit, ils commencent à monter en gamme pour essayer d'attaquer les Epson, les JVC, etc. Et ils le font avec des arguments technologiques intéressants. Notamment, ils ont lancé là une technologie laser. Tu sais qu'il y a plusieurs technologies pour projeter en fait une image. Et le laser, c'est la plus performante en termes de luminosité. C'est-à-dire que en fait, la grosse difficulté d'un projecteur aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas dans la nuit totale, tu vois pas bien. Il faut avoir une toile qui... Ou alors avoir une toile. Et le laser, en fait, envoie une telle patate. Alors, il faut bien évidemment avoir de la pénombre, parce que si tu es en plein jour, tu vois rien, que tu as un laser ou même un phare, je pense, dans un port, ça marchera pas. Mais si tu veux, ils font quand même des efforts là-dessus. Et ils ont sorti un produit que moi j'ai testé, qui s'appelle JMGO NES Ultimate 4K. Qui est quand même sur le marketing des noms, par contre. Voilà, il faut qu'ils y pensent, qui est assez impressionnant parce que tu sors de la boîte, c'est un truc qui est sur balancier, tu le poses, il fait tout automatiquement, tu vois, il est en face il voit le mur, il se positionne automatiquement, le trapèze, etc. Il se règle automatiquement, tu vois, tu n'es pas obligé d'être un ingénieur en rétroprojection pour savoir comment ça marche. Tu as accès à ton compte Android TV, tu télécharges toutes tes applis. Tu as en fait Netflix en 4K, ce qui est rare sur ce type de produit, parce qu'il faut savoir que Netflix est très méfiant de ce type de produit chinois pour offrir de la 4K sur leur appli. Là, il y a de la 4K avec une super qualité. En revanche, petit bémol, j'ai installé MyCanal, et là, j'ai pas de HD sur MyCanal. Donc je pense qu'ils n'ont pas d'accord avec MyCanal. Donc là, c'est un petit bémol quand même. Il faut passer par un stick extérieur ou bien un Apple TV, mais après c'est que du bonheur. Et par rapport aux autres vidéoprojecteurs que tu avais pu tester, en termes de qualité et de prix, ça donne quoi? Écoute, le prix, ce qu'il y a d'incroyable avec ces produits, c'est qu'au départ ça coûtait genre 2500 balles, là maintenant tu le trouves à 1300, tu vois. Donc les prix baissent parce que c'est un produit qui a quelques mois, et il y a une telle surenchère, tu sais, c'est un peu comme tous ces produits, en fait tous les 6 mois tu as de nouveaux produits qui sortent, tu as des marques fortes chinoises, avec Jimmy, tu en as plein qui sont sur le marché. Exactement. Et ça fait une émulation de fou. Mais alors JMGO, moi je ne savais pas, ils font partie du top 3 des vendeurs de Projo en Chine, tu vois, et ils veulent vraiment s'installer un peu partout dans le monde et en Europe. Le seul problème de ce produit, c'est qu'il n'est pas Dolby Vision. C'est un système qui vous permet de sublimer l'image, et il n'est que HDR. Mais c'est HDR déjà. Voilà, c'est pas mal. Franchement, j'ai été agréablement surpris. L'un de mes coups de cœur de cette année 2025. On voit aussi, et d'une manière générale, que les prix de ces projecteurs qui avant étaient inabordables, ça coûtait une fortune si tu voulais avoir quelque chose de cool, eh bien les prix baissent vraiment petit à petit parce qu'il y a une telle concurrence qu'on arrive à avoir des trucs vraiment intéressants aujourd'hui. Les prix baissent, ils sont faciles à utiliser, c'est surtout ça, et la qualité est top. Bien sûr, voilà, évidemment. C'est ça qui est top, mais c'est vrai que oublier le truc du vidéoprojecteur galère à régler. Et là, qui est hyper lourd, voilà, qu'il fallait attendre que ça chauffe avant que l'image apparaisse. Il y avait aussi des problèmes, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers projets, de la durée de vie des ampoules. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ton ampoule à l'intérieur, elle cramait, tu étais obligé de la changer, et l'ampoule, ça coûtait un rein. Là, avec le laser, ça a une durée de vie d'une télé, en fait. Donc, tu ne te poses même plus la question. Donc, c'est cool. Et ça te permet
comment dirais-je, de revoir un peu la perception que tu peux avoir de la rétroprojection. Avant, c'était quelque chose qui était un peu décourageant. Et aujourd'hui, tu peux te dire, allez, et là, j'ai pris un modèle haut de gamme de chez JMGO, mais il y a des modèles qui coûtent beaucoup moins cher. Et tu peux te faire un petit kiff, te faire plaisir avec tout intégré, quoi. Tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir des boîtiers, des câbles, etc. Tu as ton truc, tu le branches sur le courant, tu le connectes au Wi-Fi, et c'est parti. Tu peux le ranger une fois que tu l'as utilisé. Exactement. Tu le poses sur une étagère ou dans un placard, et voilà, tu n'as pas le truc qui est au milieu du salon qui emmerde tout le monde, quoi. Anthony, ton coup de gueule, parce que c'est bien beau, les trucs qui sont cool, etc., etc. Mais tu as comment dirais-je, des trucs qui passent pas terribles. Ouais. Notamment l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qu'on évoque très souvent, et notamment les dérives de l'IA émotionnelle. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'un des grands dangers de l'intelligence artificielle. Et 2025, c'est l'année où on a commencé à en percevoir les premiers effets concrets. C'est-à-dire, quand je parle d'intelligence artificielle émotionnelle, c'est l'IA qu'on va plus seulement considérer comme un outil, mais qu'on va considérer comme un compagnon, comme un ami, un confident, voire un ou une petite amie. Et avec des excès très clairs. Enfin, je veux dire, ça va très très loin. Moi, je ne juge absolument pas les gens, mais je vois en tout cas que c'est des comportements qui commencent à se développer et qui sont aussi poussés par un certain nombre d'entreprises qui lancent des applications de relations amoureuses virtuelles, de parler avec les morts, tu vois, où tu vas pouvoir créer la personnalité je sais pas, d'un proche disparu pour pouvoir continuer à discuter avec lui dans l'au-delà. Enfin, il y a aussi tout un business autour de ça qui est en train de se mettre en place, qui est quand même assez malsain, je trouve. Il y a vraiment Alors, je dirais, en France, on est encore relativement épargné. Je pense qu'il y a des gens qui se servent, il y a beaucoup de gens qui se servent de ChatGPT ou de toutes les IA génératives comme d'une sorte de psy de poche. Ça, c'est une réalité. En revanche, on voit très bien aux États-Unis, en Chine, vraiment ces applications typiquement... Mais ça va arriver en France. Mais ça va arriver en France, évidemment, où tu vas pouvoir te créer une relation virtuelle, mais où ça va super loin en fait, et où en gros, plus tu vas payer, parce qu'il y a un modèle économique derrière, plus tu vas avoir des conversations... En gros, plus tu vas entrer dans l'intimité avec l'intelligence artificielle. Plus tu vas avoir des conversations intimes, exactement. Et tu vas pouvoir, avec des systèmes de microtransactions, acheter des fleurs virtuelles, des voyages virtuels, des objets virtuels à ton amoureuse virtuelle. Non, mais c'est fou. Hein, mais il y a une application, on l'avait évoqué au cours de l'année, qui cartonne en Corée du Sud. Et je crois que, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais elle était même plus populaire que ChatGPT chez les jeunes utilisateurs, qui s'appelait Zeta, où tu pouvais te créer en fait un compagnon, enfin une amoureuse ou un amoureux virtuel. Et en fait, elle connaît un succès incroyable. Et en fait, dans des pays où il y a aussi, alors c'était notamment le cas en Chine, mais ou en Corée, je pense que c'est la même chose, où tu as des jeunes cadres qui entrent dans la vie active, qui n'ont pas le temps, qui bossent, tu vois, je sais pas combien, 100 heures par semaine, qui n'ont pas le temps d'avoir une vie sociale et qui n'ont pas envie d'entrer dans le réseau du dating, si tu veux. Et ben en fait, ils se disent, bon non, mais en fait, l'IA, c'est pas si mal. J'ai une relation, en fait, j'ai pas de risque de rejet, tu vois, on me dit jamais non. L'IA, elle m'écoute tout le temps. Elle va jamais me trahir. Donc il y a vraiment ce truc de, tu vois, considérer finalement l'IA comme une sorte d'ersatz à la relation humaine. Ça, pour moi, il y a un vrai risque, d'autant que les IA sont de plus en plus performantes dans la façon qu'elles ont de se faire passer ou de nous faire croire qu'on est en train de discuter avec un être humain. Elle arrive à duper en fait notre conscience et nos sentiments. Bien sûr. C'est ça qui est terrible. Nico, Oui, moi ce que je disais, c'est en plus c'est terrible, c'est qu'en fait on est dans un cercle vicieux où il s'adresse à une génération en fait déjà qui a du mal à lâcher le téléphone. Bah oui. C'est le moment où tu lâches le téléphone, en fait, c'est pour faire des rencontres dans la vraie vie. Et là, en fait, tu te dis, en fait, en gros, restez dans votre chambre et tout va bien se passer. Et tout va bien se passer, quoi. Mais là, on va créer des générations. À mon avis, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ah bah c'est ça. C'est compliqué. Faire la différence entre le vrai et le faux, c'est dingue. On le voit bien parce qu'il y a des études qui ont été menées qui montrent que déjà les utilisateurs de plus en plus utilisent des marqueurs affectifs dans la façon dont ils s'adressent à l'intelligence artificielle. L'IA, ça reste un outil, tu vois, mais les gens vont dire s'il te plaît, merci. Même moi, je me prends à le faire en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment où mais bien sûr. parce que tu es tellement dans une relation. Et puis surtout, on a été conditionné comme ça. On est poli d'une manière générale. Donc dès que tu t'adresses à quelqu'un. Bah t'es poli en fait. T'es poli, t'es sympa. Moi ça me gêne de pas lui dire s'il te plaît ou merci en fait. C'est vrai ? Bah oui parce que c'est pas dans mes codes, c'est pas de la manière dont j'ai été éduqué. Mais tu sais qu'à chaque fois ça consomme un truc de. Non mais c'est fou. Mais alors je vais pas lui faire des formules de politesse cordialement. Veuillez agréer s'il vous plaît. Gros bisous. Mais le STP, tu vois, je le fais des fois. Ouais, c'est ça. Mais alors dites-nous dans les commentaires, dites-nous pour ceux qui regardent sur YouTube, vraiment ça m'intéresse de savoir
comment vous interagissez avec l'IA. Est-ce que effectivement vous dites s'il te plaît, merci, ou est-ce que vous êtes très froid dans vos requêtes? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font comme toi. Mais alors, bon, ça c'est évidemment c'est un exemple. Mais je pense que, comme tu disais, Nico, on va aller vers des générations qui vont être vraiment complètement matrixées par l'IA. Enfin, il va y avoir un vrai sujet de dépendance émotionnelle. Et là, d'ailleurs, il y a un certain nombre de psychologues qui commencent à s'en inquiéter. Et je pense que c'est normal parce que avec tous les biais de l'IA en plus, c'est qu'en fait on pense que globalement l'IA, on a l'impression qu'elle est humaine, mais parce qu'en fait elle s'adapte à nos personnalités. Bien sûr. Ce qui existe en fait dans la réalité. Les gens que tu rencontres ont chacun leur propre personnalité et des caractères différents. Ils sont pas exactement, ils vont pas répondre ce que tu attends d'eux à tous les coups. Alors moi c'est aussi un des trucs qui m'énerve avec ChatGPT, c'est le côté lèche-bot. Alors ça j'en peux plus, le côté flatteur, tu sais, l'IA qui te oui tu as raison, tu es absolument formidable. Oh là là, mais c'est bon. Mais je le sais les gars, en plus, c'est pas la peine de me le dire. J'ai déjà un melon comme ça, si tu veux, c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Mais vas-y, si vous pouvez flatte-moi encore. Continue à flatter. Vous pouvez vous amuser, de temps en temps en entreprise. Moi je vois des gens qui débarquent avec j'ai fait un prompt pour avoir la réponse à la question qu'on se pose en réunion. En fait tu fais il y a des biais terribles en fait. Si tu effectivement en fonction de ta tournure du prompt ou c'est parce que tu es dans il a l'habitude de ton profil, etc. L'IA va te répondre ce que tu veux entendre. Et souvent faut faire gaffe à ça. Donc pour tout ce qui est relations amoureuses notamment, faut faire attention parce que ça peut très mal finir cette histoire. Le coup de gueule maintenant de Nico. Alors là, on va revenir Là, on est dans Club X 100%, les amis. Voilà. Mais voilà. Moi, là, c'est Windows 10. Voilà, moi, c'est Windows 10 et c'est un gros coup de gueule. Ça, c'est le coup de gueule du geek quand même. Voilà. 10, mais bon, cela dit, je dis ça, mais ça impacte des millions et des millions de gens. On estime à 240 millions d'ordinateurs aujourd'hui qui utilisent encore Windows 10 et qui sont aujourd'hui n'ont plus accès aux mises à jour. Alors si, ils ont accès encore. Alors raconte-nous l'histoire. Alors, Windows 11 est arrivé, sans se presser. Voilà. Tout va bien. Il y a 10 ans sortait Windows 10. Windows 11 entre-temps est arrivé et à un moment, Microsoft a dit on coupe. C'est-à-dire à partir de octobre 2025, finito les mises à jour, vous passez à Windows 11. Oui, parce que Windows 11, on estime qu'il est bien installé. Les gars, Windows 10, c'est has-been. Passez à Windows 11 et tout va bien aller. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis c'est dans la lignée de Windows 10. L'interface, elle est pas non plus. Et puis la mise à jour est gratuite. La mise à jour est gratuite. Ouais. On a une licence, etc. Ce qui est pour l'instant sur le papier, tout va bien. Tout va bien. Sauf que premier couac. Voilà, pour des raisons de sécurité, Microsoft, au lancement de Windows 11, a imposé des prérequis matériels. Donc il y a une puce qui s'appelle puce TPM, c'est une puce de sécurité. Si vous ne l'avez pas en version 2.0, vous ne pouvez pas installer Windows 11 sur votre PC. Même si vous avez un PC avec un Core i7, un processeur Intel puissant, avec 32 Go de RAM, etc., ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas cette puce sur votre carte mère. Donc déjà, c'est fini. Donc déjà, il y a tous ceux qui sont abandonnés parce qu'ils ne respectent pas les prérequis. Leur PC ne respecte pas les prérequis. Et après, il y a tous ceux aussi qui n'ont pas forcément les composants. Par exemple, un processeur un peu trop vieux, mais en fait, un ordinateur qui fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Mais tu as quand même la possibilité de faire une mise à jour. Là. Ils ont amendé un peu leur truc. Si vous vous inscrivez, pendant un an, vous aurez le droit encore à un an de mise à jour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça s'arrête au bout d'un an. Ouais, mais bon, et après, c'est reculé pour mieux sauter. Voilà. Et après, ce sera comme Windows XP. On va se retrouver avec des PC zombies dans la nature. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas faire la mise à jour, très clairement. Et ça s'arrêtera jusqu'au 13 octobre 2026. Ouais. Voilà, après, vous n'aurez plus de mise à jour. Donc, et alors, moi, on aime plutôt Microsoft, qui est une boîte quand même assez innovante, etc. Mais je trouve qu'en termes de communication, c'est ça aussi. Ils ont été nuls, quoi. Ils sont un peu craqués. Ils ont été, et puis surtout, ils font la même erreur que Windows XP, quoi. Moi, je vois tu vois, mes parents qui n'y connaissent rien, ils avaient vu parce que, en fait, du coup, il y en a eu quand même y compris dans la presse généraliste. Non, mais bien sûr. On a dit, attendez, votre ordinateur, est-ce que votre ordinateur fonctionnera encore demain, en gros? Mes parents, ils ont vu ça, ils étaient en stress, quoi. Ils étaient, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai dû faire la mise à jour, le truc et tout. Anthony, mon fils, regarde c'est un peu ça. Je pense que ça, tous les journalistes tech et tous ceux qui s'intéressent un peu à la tech ont droit à ça.
mais alors j'ai un problème avec l'imprimante, tu peux pas m'aider? C'est quoi le mot de passe? Ouais, c'est ça. Maman. Donc je suis ravi de le faire, il y a aucun souci, mais en tout cas, c'était vraiment ce truc de les gens n'ont pas compris en fait ce qui se passait. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi ça fonctionne pas? Mais l'ordinateur, il est pas si vieux que ça, tu vois? L'ordi, il est pas, c'est pas, tu vois, il y a quelques années, mais c'est pas. Il fonctionne tout à fait bien, quoi. Il y a pas de raison de le remplacer. Et là, on te dit, bah oui, bon bah non, alors on va faire la mise à jour. Il faut créer un compte OneDrive, un Microsoft OneDrive. Ouais, en plus, il te pousse évidemment il récupère un peu un petit peu de data. Et puis dans un an, mais je crois qu'en bidouillant, alors il y a plein de bidouilles qui te permettent malgré tout d'installer Windows 11 sur des machines qui ne sont pas compatibles au niveau hardware, mais c'est galère, quoi. C'est galère. Autant te dire que mes parents là-dessus. T'es pas à l'abri d'une mise à jour après qui arrive et qui te recoupe tout. En plus. Donc voilà, non, mais là en fait, si Microsoft fait ça, là, ça va être chaud quand même. Ouais, mais là, c'est quand même chaud, là. Énormément de machines dans la nature, là, qui n'ont pas forcément des mises à jour. Il y a des gens qui n'ont pas fait les mises à jour. Après, vous pouvez continuer à l'utiliser. Si votre ordinateur n'est pas relié à Internet, vous pouvez l'utiliser comme une machine à écrire. Voilà, ça marche très bien. Un ordi qui n'est pas relié à Internet aujourd'hui, waouh. Oui, là, c'est chaud. À part si tu as vraiment des données très sensibles. Si pilote l'ascenseur, éventuellement. C'est ça. Mais par contre, attention, si vous êtes sur Internet, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus de mise à jour, en fait, ça va créer, il y aura et le fait d'avoir les Windows Defender, tous ces trucs-là, ça sert à rien. Ça va aider dans un premier temps, mais une fois qu'il y aura des, en fait, c'est quand vous avez un trou dans votre mur ou une fenêtre cassée. Donc les gens, ils vont pas essayer de passer on va dire les méchants vont pas essayer de passer par la porte, ils vont passer par le trou de souris. Bien sûr, ils vont en profiter parce qu'il y aura des dizaines et des dizaines de millions, des centaines de millions de PC. Des attaques opportunistes et ça va faire mal. Coup de gueule? Ouais, t'en as un, toi? Ouais. Alors, vous savez qu'on parle beaucoup d'Apple ici, et on aime plutôt Apple d'une manière générale. Et qui aime bien châtie bien. Moi, j'ai pas compris l'iPhone Air. Vraiment, j'ai pas compris l'iPhone Air, et je me dis, à quoi sert ce produit? C'est vrai que c'est un beau produit quand on le voit. Tu vois, t'es bluffé par la finesse, par la légèreté du produit. C'est vrai que c'est une prouesse technologique. Mais en fait, à part le design, il n'y a rien qui va. Parce que tu te retrouves avec des appareils photo dégradés, une autonomie dégradée. Il y a d'autres fonctionnalités qu'il n'y a pas sur les autres téléphones. Alors, le processeur est puissant, mais est-ce que ça suffit? Non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont les deux critères les plus recherchés quand tu achètes un téléphone? L'autonomie et l'appareil photo. Le design, c'est important, mais en plus de ça, sur ce téléphone qui est tellement beau, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une coque, ok? Donc vous mettez une coque avec batterie. Et une batterie en plus. Donc vous vous retrouvez avec un pavé et un téléphone qui est peut-être plus épais qu'un iPhone 17 Pro. Il est plus Air du tout. Et qui n'est plus Air du tout. Et alors, c'est facile de le dire après, mais d'ailleurs, ça ne marche pas visiblement. Apple a du mal à vendre ses iPhone Air. Samsung, avec son Edge aussi, a le même problème. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que je ne comprends pas que... Je ne comprends pas comment ces produits sortent, en fait. Ah, écoute, oui, alors c'est iPhone Air. Je vais la refaire parce qu'elle avait bien marché la dernière fois. iPhone Air comme raté. Voilà. Mais effectivement. Oui, Tim, non, mais on plaisante. Tout va bien. Non, mais alors attends, non. Mais moi, alors, Merry Christmas. Là-dessus, moi, je voulais faire un petit mea culpa parce que pour le coup, c'est moi qui me suis planté aussi parce que moi, je croyais en ce produit. C'est-à-dire que quand il est sorti, je le trouvais assez enthousiasmant pour les raisons qu'on a dites en termes d'esthétique. Je trouve que Apple revenait un peu à son ADN de base, qui était vraiment le travail sur l'esthétique, et c'est vrai que c'est un produit qui est absolument magnifique. Et les inconvénients sur la batterie et l'appareil photo, je le voyais comme des compromis que peut-être le consommateur allait accepter pour pouvoir avoir un appareil qui est plus fin, qui est aussi un marqueur social, et pour certains fans d'Apple, c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir un téléphone qui ne ressemble pas à tous les autres téléphones. Et donc pour moi, c'était quand même quelque chose, c'était une petite prouesse d'ingénierie et technologie. Oui, mince, oui, c'est le cas de le dire, effectivement, comme le téléphone. Mais moi, je pensais qu'il y avait un marché pour ça, en tout cas, que ça pouvait fonctionner. Même Apple, au départ, ils ne sont pas partis. On le sait maintenant que les lignes d'assemblage, ils comptaient en vendre beaucoup moins que, si tu veux, les Pro, les Pro Max, clairement. Mais même ça, finalement, c'était visiblement trop. Puis on n'a pas parlé du prix, 1200 €. Oui, bien sûr. Donc non, c'était... En fait, ça fait la transition avec mon petit coup de cœur aussi 2025. Moi, je pense qu'ils se sont plantés sur l'intégration de la batterie. Ils auraient dû prendre une batterie jolie. Quel professionnalisme, vraiment. Il est tellement fort. C'est vrai que c'est ce que je t'ai proposé, moi, coup de cœur, parce que en fait, je trouve que c'est ce qui change énormément en 2025. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, des téléphones extra fins, des téléphones à 3 panneaux, etc. Non, moi, c'est l'autonomie.
L'autonomie, c'est le truc le plus important. Et tous les fabricants chinois ont basculé tous leurs modèles haut de gamme sur des batteries silicium-carbone qui ont une densité énergétique de 20% supérieure à lithium-ion. Donc en fait, ça fait qu'on a des téléphones aujourd'hui avec des batteries 6000 mAh, 7000 mAh. On a des trucs qui tiennent, des téléphones qui tiennent. Dans le même volume de batterie que les batteries lithium traditionnelles. Vous les voyez, les téléphones chinois. Hein, il y a du Honor Magic 7 Pro, du OnePlus 13, du Vivo X200 Pro et du Xiaomi 15 Ultra. Ils ressemblent à des. Mais alors, comment expliquer qu'Apple n'ait pas choisi cette technologie ? Le fournisseur, comment il s'appelle ? Samsung ? Ouais. Et alors, mais Samsung, ils les utilisent, ces batteries ? Les gros n'utilisent pas, en fait, les gros. Samsung fait des batteries que la marque Samsung n'utilise pas, ils sont... Non, c'est chaud quand même. Non, mais Samsung n'utilise pas ce genre de batterie. C'est eux qui les fabriquent ou pas ? Non, Apple utilise des composants. Apple utilise des composants Samsung pour ses téléphones. Non, mais voilà, d'accord. Mais c'est pas Samsung qui a... C'est les Chinois, en fait, qui ont inventé cette technologie. C'est les Chinois qui ont... Et tu crois qu'Apple n'a pas voulu se trouver un fournisseur chinois de cette technologie de batterie, c'est ça ? Moi, la question, c'est déjà, je pense qu'ils attendent peut-être d'avoir un peu plus de vision sur la durée de vie du produit, peut-être. Est-ce qu'ils sont un peu méfiants ? Oui, parce qu'il y avait ce questionnement sur la manière dont va vieillir en fait cette techno. Mais c'est vrai que la batterie, c'est sensible quand même. Mais là, tu vois, ça fait plusieurs années. Là, on a une grosse généralisation dans tous les portables chinois. Il n'y a pas de problème. Et l'autonomie, maintenant, on tient 2 jours. Ouais, mais c'est comme 2 jours, quoi. Et c'est ce que en fait veulent les gens. Bien sûr. Alors c'est pas le retour du 3310 où tu pouvais durer plus longtemps, mais c'est ce que tu recherches, un téléphone qui dure dans le temps. Et moi j'espère de tout cœur que Samsung et Apple vont s'y mettre parce que là il faut qu'ils reviennent dans le game. Ouais. Sur l'autonomie, on peut pas. Alors, ça c'est pareil, c'est une des grandes tendances de 2025. C'est la notion que maintenant, c'est en fait l'innovation, elle vient de Chine. Voilà. C'est les fabricants chinois, c'est eux qui sont en tête sur l'innovation. Il faut se mettre ça en tête. C'est vrai pour les smartphones, c'est vrai pour les voitures aussi. Et maintenant, c'est eux qui sont à la fois les mieux disants en termes de prix et qui sont les plus innovants. Et ça, on est un exemple. Pour moi, c'est un exemple qui est absolument frappant. Voilà. Et l'iPhone Air avec une batterie silicium-carbone, 20% d'autonomie en plus. Vous pouvez peut-être tenir la journée. C'est ça. Voilà. Mais bon, tu n'as toujours qu'un appareil photo. Alors, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bref. Mais ça va être intéressant de voir si Apple sort un numéro 2, un iPhone Air numéro 2. Visiblement, ça serait dans le pipe. Mais bon, on verra. Je vous rappelle qu'ils ont quand même essuyé des échecs. L'iPhone mini n'a pas fait long feu. Mais après, petit téléphone. Oui, mais tu vois, on peut pas leur reprocher en même temps. Parce qu'on peut pas leur reprocher à la fois de pas être innovants sur leurs appareils, et puis quand ils tentent un truc nouveau et qu'ils se plantent, leur dire les gars, Anthony, je suis d'accord avec toi. Tu vois, ils tentent un truc. Mais ça bien sûr, pas, mais on n'est pas des spécialistes comme eux. Enfin, j'imagine que ces gars-là ont des ingénieurs, des spécialistes en marketing, etc. Il y en a pas un qui s'est dit. Le design ne suffira pas pour qu'un téléphone fonctionne. C'est ça la question. Non, mais j'imagine que sur les études qu'ils avaient faites, les études de marché... Je veux dire, le pragmatisme. En plus, c'est comme si tu faisais une bagnole qui tient... Et la preuve, ça ne marche pas. La preuve, ils ont du mal à les vendre. Donc c'est que... Ouais, mais c'est toujours plus facile à dire après. Tu vois, et puis, il y a aussi la méfiance des utilisateurs sur le fait que, comme le téléphone est très fin, il pourrait éventuellement se plier quand on l'a dans la poche. Mais ça, même pas, parce qu'il y a eu des tests... C'est la perception, qui font qu'il est d'une robustesse incroyable, ce téléphone. C'est incroyable. Non, mais c'est un bijou technologique. Et encore une fois, on va le dire, on aime les produits Apple. C'est pas ça. C'est que je ne comprends pas là comment une boîte comme ça peut sortir un produit alors que on imagine quand même que statistiquement les chances d'échec sont quand même assez fortes, tu vois. Ouais. Mais bon. Voilà. Moi, je pense que le tarif aussi a joué beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 1 000 €, tu dis ouais, je tente le coup. À 1200 balles, tu commences à te dire... Et puis 1002, c'est le premier prix en termes de capacité mémoire. C'est ça le truc. Tu as plutôt intérêt à prendre un Pro Max ou un Pro. Bon, et puis après, rappelons que derrière tout ça, bien sûr, Apple prépare l'iPhone pliant qui devrait sortir l'année prochaine, si tout va bien. Et c'est vrai que l'iPhone Air est peut-être aussi une espèce l'un sur l'autre. De répétition, on va dire, un peu hardware de cet iPhone pliant. Tu achètes un bout de scotch. Voilà. Vous y croyez, cet iPhone pliant, Apple, qui devrait sortir Bien sûr. Alors là, franchement, s'il ne sort pas, depuis le temps qu'on en parle... Après, est-ce que c'est pas trop tard ? C'est jamais trop tard, non, avec Apple. Mais s'ils sortent un truc en pliant en 2 et que d'un côté, il y a Samsung qui sort le pliant en 3,
Écoute, moi, 2025, ça a été l'année où je me suis converti au pliant. Donc, je dois dire que ça y est. Oui, c'est vrai, tu es passé à ton Google. Avec les Pixel, Pixel Fold, et j'en suis très content. Je trouve que c'est vraiment pas. Après, ça dépend des usages que tu as. Moi, je joue pas mal sur mon téléphone aux échecs, je joue à Hearthstone. C'est intéressant ça. Donc, tu profites en fait du doublement de la capacité d'écran. Exactement. Pour moi, c'est hyper pratique. Tu vois, je rentre en tram tous les jours, je me fais des petites parties d'échecs et c'est vraiment mieux. Et c'est plus confort. Et pour travailler, c'est vachement bien. Ouais. Tu as un tableau Excel, dans le métro, vous pouvez l'éditer. Avec un téléphone classique, c'est plus compliqué. Par contre, pour la vidéo, c'est là où c'est plus compliqué parce que moi, je trouve que les bandes noires en-dessus et en dessous, ça c'est vrai. Le format n'est pas. Et le 3 panneaux, le pliant en 3, on va régler ce problème-là. Oui, c'est vrai que là, on va se retrouver avec une immense tablette pour regarder du contenu, quoi. Et bien voilà, c'était les coups de cœur d'Anthony et les coups de gueule aussi de Nicolas. Super, merci beaucoup à tous les deux. Un On avait encore plein de trucs à vous raconter, mais le temps tourne, malheureusement. Oui. Merci Anthony, très bonne fête à toi. Bonne fête, profitez bien des fêtes de Noël, les amis, chers amis, auditeurs, téléspectateurs. Et puis voilà. On se retrouve. Et puis merci à toi Nico, rédacteur en chef de Clubic. Vous ne partez pas totalement parce qu'on vous retrouve tout à l'heure pour le petit module bonus, la version audio de Quoi je mêle qui, vous le savez, vous propose quelques minutes supplémentaires. Pour tous les autres, vous restez là. Deuxième partie de ce De Quoi je mêle dans un instant avec Christophe Joly. On va vous raconter l'histoire de la Nintendo Wii. Merci d'être là, à tout de suite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.